Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous proposer aujourd'hui une analyse des deux affiches des demi-finales de la conférence Est avec d'un côté le Heat face aux Knicks et de l'autre Boston contre Philadelphie. Et c'est Charles qui me rejoint immédiatement pour parler de tout cela. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, on a décidé de faire un peu n'importe quoi. Enfin, on change un peu les règles du jeu. D'habitude, le podcast sort tous les vendredis. Là, on s'est dit, comme je reviens de vacances, j'ai passé de très bonnes vacances, Charlie, sache-le. C'était très beau l'Irlande. J'en suis ravi. Voilà, c'était très cool. J'étais avec ma fille, on s'est régalé. C'est magnifique l'Irlande. Et on s'est dit qu'on allait faire un podcast sur la conférence Est maintenant, parce que le match Heat-Knicks, le premier, c'est ce soir. On enregistre, on est dimanche. C'est dans quelques heures, là. Donc voilà, peut-être que certains auditeurs vont écouter ce podcast juste avant le début de cette série. Le match, ensuite, le Game 1 entre les Celtics et Philadelphie, c'est demain, je crois. Il me semble, oui. Je crois que ça commence demain. Je vais regarder ça, je vais vérifier ça. Et puis, on va attendre le Game 7 qui se joue ce soir à partir de 21h30 entre les Warriors et les Kings. On a ce fameux Game 7 et on aura donc on connaîtra l'adversaire des Lakers, donc soit les Warriors de Stephen Curry, soit les Kings. Dans les deux cas, ça va être une affiche de dingo. Et donc ça, ce podcast-là, on va l'enregistrer demain. On fera le podcast des demi-finales de la conférence Ouest. Donc un bon programme. Ouais, et je te confirme que le premier match entre Boston et Philadelphie, c'est bien lundi. Voilà, à 1h30, dans la nuit de lundi à mardi, 1h30 du mat, il me semble. C'est ça, je crois. Voilà, donc voilà, donc demain, nouveau podcast, voilà. De toute façon, on s'est dit avec Charlie qu'on allait essayer de vous proposer des podcasts un peu plus régulièrement à partir du moment où on va avancer dans ces playoffs. Et mon Dieu, Charlie, que ces playoffs, que ce premier tour, que tout ça là, on est sur un truc complètement déglingo là. On est d'accord. C'est la folie, c'est la folie. Je pense que je suis rarement sorti aussi fatigué d'un premier tour de playoff. Il n'y a pas un match que je veux louper, c'est n'importe quoi. Parce que alors, dans cette première demi-finale dont on va parler du Heat face aux Knicks. Je pense que ce duel est une claque personnelle pour mes prédictions du premier tour. Si vous écoutez le podcast qu'on a fait sur les previews du premier tour, j'avais donné donc Milwaukee gagnant sur un sweep, il me semble, carrément. Oui, moi j'avais mis 4-1, toi t'avais mis 4-0, effectivement. Ouais, j'étais parti, j'étais là-dedans. Drew Holiday, ça va pas être possible de passer ça. Le Heat, attends. Je rappelle quand même que le Heat était une des pires équipes en termes d'adresse à 3 points de la NBA en saison régulière. Ils se sont qualifiés difficilement lors du play-in. Donc, ils se sont inclinés à domicile face aux Hawks avant d'arracher une victoire in extremis face aux Bulls. Et là, ils te plient les Bucks en 5 matchs. Alors, oui, Giannis Antetokounmpo a été blessé une partie de cette série. C'est quand même un détail qui non, mais même. très important pour certains, je veux dire. Mais quand même, effectivement, enfin, je veux dire, zut, quoi. C'est hallucinant ce à quoi on vient d'assister, Charlie. Ouais, alors sur le papier, les deux équipes, New York et Miami, ont upset leur adversaire, mais dans le cas de Miami... J'avais donné Cleveland en 7 matchs voilà. face aux Knicks. Magnifique. Mais c'est vrai que dans le cas de Miami, c'est particulièrement marquant à plusieurs titres. Le premier, évidemment, c'est que c'est une confrontation entre le premier et le 8e. Ensuite, c'était les Bucks, que beaucoup, dont nous, voyaient parmi les favoris. Ensuite, tu l'as dit, il faut se rappeler du visage montré par le Heat lors du play-in. Enfin bref, vraiment, ce résultat-là, pour le voir venir, fallait avoir le nez particulièrement fin. Je crois pas l'avoir vu, moi, une seule fois, dans toutes les previews et dans tous les brackets que j'ai consultés. Donc ouais, la première chose, c'est évidemment de rendre hommage à cette équipe de Miami. Enfin voilà, moi c'est pas nouveau, tout le monde sait que j'adore la mentalité mise en place par Pat Riley, par Alex Spoelstra, etc. Mais dans l'ensemble, ce groupe dégage vraiment quelque chose de fort. Et en fait, même quand on n'y croit plus, et franchement, après le play-in, moi, j'y croyais pas du tout. Il suffit de réécouter la play-in. Mais c'est ça le truc. C'est que là, on est face à une équipe qui est transfigurée, on est d'accord. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'équipe qu'on a vue en saison régulière. Alors ça, à la rigueur, c'est pas forcément super étonnant. Jimmy Butler, typiquement, c'est le joueur qui se sublime arrivé en playoff, mais là, c'est même plus se sublime. Il vit là, c'est Butler. Oui, non, mais là, c'est même plus se sublimer. Et pour le play-in, on pouvait penser que déjà, cette équipe aurait pu rentrer dans un mode playoff. Ouais, on joue notre place dans les phases finales.
Et tu vois le match face à Atlanta sans saveur, avec un public à moitié absent. Tu te dis, mais il se passe rien, en fait. L'encéphalogramme, il est plat du côté du Heat. Bah, Tu c'est vois la ça. victoire face aux Bulls, il n'y a rien qui est là pour te rassurer. Et face aux Bucks, mais mon Dieu, je te dis, j'ai pas de souvenir récent d'une performance, mais c'est plus qu'une gifle. Là, je me suis pris un uppercut en pleine tête, quoi. Ouais, non, mais moi aussi, et effectivement, tu l'as très bien dit. En fait, il faut réécouter, si on réécoute le podcast qu'on a fait en preview du play-in, moi, justement, j'avais dit, bah, Miami, c'est une équipe qui vit pour ces moments-là. Pendant le play-in, ils vont activer le switch et on va avoir une équipe très différente de la saison régulière. Ensuite, le podcast qu'on a fait après le play-in, j'avais dit, bon, bah, il n'y a pas eu ce switch. Miami, il y a un truc qui est cassé, c'est pas pour cette année, ça ne va pas. Enfin, vraiment, j'y croyais plus. Mais voilà, ils se sont métamorphosés, c'est plus la même équipe. Et c'est trop Butler, drôle. Ah ouais. Enfin, vas-y, ouais, vas-y. les ajustements de Spoelstra, enfin, Spoelstra, il Non, perd mais c'est Hero n'importe et quoi. Mais c'est Oladipo, il s'en fout, il s'en fout. C'est incroyable en termes d'adaptation, trouver les ressorts pour réveiller son groupe, les bons ajustements. Vraiment, c'est extraordinaire. Tu as parlé de leur adresse, on peut parler globalement de leur offensive rating qui était mais pitoyable en saison régulière et qui est au sommet en playoff. Hyper inattendu. L'affiche dans l'ensemble est hyper inattendue, mais elle fait extrêmement plaisir. En plus, il y a quand même une bonne rivalité entre ces deux franchises-là. Oui, Donc, complètement. Alors, ça, c'est le duel. Alors, il y en a, peut-être que certains auditeurs n'étaient pas nés à cette époque-là. Les vieux comme moi, on a vécu les séries de Knicks Heat en playoff. Il y a eu 97, 98, 2000. Et c'était des batailles de tranchées. Il y avait déjà Pat Riley et Tom Thibodeau qui étaient impliqués dans ouais. tout ça. Pat Riley, qui était l'ancien coach des Knicks, qui était parti à Miami. Alonzo Mourning, qui était le disciple, on va dire, de Patrick Ewing. Donc il y avait tout ça, et puis il y avait putain, mais des matchs, mais des séries complètement folles. Alors Ouais, et puis l'historique de Pat ça se Riley. jouait à l'époque, hein, sur des défenses très 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 dures, avec des scores qui dépassaient pas les 90 points la plupart du temps. Mais et puis avec Jeff Van Gundy qui s'accroche à la jambe d'Alonzo Mourning, les joueurs qui en viennent en main. Il y a des moments, tu as l'impression qu'il y a des bastons qui éclataient pratiquement à chaque match, des suspensions, enfin bref. Et là, donc Jimmy Butler, dans ce duel face aux Knicks, retrouve Tom Thibodeau, qui a été son coach aux Bulls et à Minnesota. Donc pareil, il y a un espèce de passif un peu, en filigrane comme ça, en arrière-plan. Et les Knicks, eux, ont réussi à se qualifier face à Cleveland derrière une performance hallucinante de Jalen Brunson. Jalen Brunson, bah, franchement, mais Incroyable. c'est le patron de New York, ça y est, c'est bon. Ouais, ouais. On est définitivement d'accord là-dessus. Jalen Brunson, c'est le patron à New York. Josh Hart, ancien coéquipier de Jalen à Villanova, c'est une des meilleures recrues d'intersaison qui soit. Enfin, quoi, c'est une des meilleures recrues de l'intersaison de cette saison, ça c'est sûr. RJ Barrett, il s'est révélé totalement à Cleveland après 2 matchs compliqués pour commencer la série. Et puis, tu as Mitchell Robinson, moissonneuse de rebonds offensifs. Incroyable. Incroyable, cette équipe. Ils ont marché sur Cleveland, clairement, quoi. Ah oui, oui, complètement. Alors, Cleveland, dans l'ensemble, moi, j'avoue que j'ai été assez déçu. Mais, Oui. mais cette déception, elle vient aussi, effectivement, de l'excellente perf des Knicks. C'est dingue, Avec vraiment. un Julius Randle qui était diminué par une blessure à la cheville, qui plus est. Enfin, je veux dire, quand Oui, j'ai mais vu ça, c'est pareil pour le Heat, quand Tyler Hero se casse la main. ouais. Je me dis, bon, ils font un premier match exemplaire, c'est hallucinant, mais là, c'est con, c'est dead, quoi. Je vois même pas comment à part Butler au scoring, Tyler Hero, c'est le mec le plus important derrière lui. Comment ils vont s'en sortir? Et oui, mais c'est Rien à péter, les mecs, ils vont au bout, quoi. c'est dingue. 4-1, quoi. Et les Knicks, c'est pareil. Julius Randle, il fait encore des playoffs un peu poussifs, il joue sur une jambe, sur une cheville, ok. Mais les Knicks, ça les a empêchés en rien du tout.
Non, et quelque part, en fait, la cheville de Randle, c'est peut-être aussi ça qui a permis à ce point-là à Brunson, si tu veux, de prendre la main complètement sur l'équipe, tu vois? Et à Je Barrett aussi Ouais, tout de à se fait. voir confier des responsabilités qu'il aurait Je je peut-être je pas eues. je suis pas du tout en train de te dire que c'est un mal pour un bien, hein, la cheville Bien de sûr. Randle, très loin de là, hein, surtout qu'en l'occurrence, ils vont avoir bien besoin de lui, dans cette série-là. Mais effectivement, peut-être que tout ça, ça crée aussi les circonstances qui font, que, bah, voilà, Brunson devient le patron et RJ Barrett, et quel bonheur de voir RJ Barrett comme ça. Enfin, vraiment, ce mec-là, on y croit depuis le début, depuis Ouais. sa draft, quoi. Quand tu connais son entourage, quand tu connais sa mentalité, quand tu connais son éthique de travail, c'est tellement mérité. Josh Hart, je vais même pas en parler parce que moi, ce mec-là, pour moi, c'est l'incarnation du role player que toute équipe, dont toute équipe a besoin. Enfin, ouais, c'était une super série encore, quoi. Encore, comme il y a eu quasiment que des super séries dans ce premier tour de playoff, Complètement. c'est hallucinant, c'est hallucinant. Avant d'enchaîner sur le duel à proprement parler entre le Heat et les Knicks, j'aimerais qu'on ait un mot rapidement sur Milwaukee quand même, Ouf. et sur Cleveland après ça. Mais Milwaukee, j'ai entendu un podcast avec Bill Simons qui parlait de ça un petit peu, qui disait que quelque part la série du Heat face aux Knicks va être aussi être un révélateur de... Enfin, ça peut être les deux, mais à quel point le Heat s'est sublimé derrière Jimmy Butler. Le mec, c'était Michael Jordan dans cette série, quoi. Euh, mais à quel point aussi cette série souligne potentiellement des dysfonctionnements au sein du club des Bucks, étrangement. Bah, Est-ce que tu penses que est-ce que tu penses on peut le lire comme ça ou pas, toi? bah, en tout cas, oui, je pense, mais de toute façon, dans l'absolu, j'ai envie de te dire qu'on n'a pas besoin d'attendre, de voir plus de Miami pour se rendre compte que Milwaukee ne s'est jamais adapté à ce que Spoelstra proposait, que, Budenholzer n'a jamais trouvé les solutions, par exemple, pour intégrer Jay Crowder, et ça, c'est Incroyable, non mais attends, incroyable. il faut se rappeler d'un truc, c'est que Jay Combien? Crowder, 5 secondes tours mais ils ont oui. filé Non, mais aux Nets. c'est même pas la question, c'est qu'en fait, Jay Mhm. Crowder, c'est même pas un panic move. Les Bucks sont, depuis le début, l'équipe qui est la plus chaude sur ce dossier. On l'a toujours dit, ça a toujours été eux qui ont été annoncés en pôle, c'est toujours eux qui ont été là-dessus. Depuis le début, ils le veulent. Comment c'est possible de vouloir un joueur pendant des mois et des mois et des mois et des mois, donc autant de temps que tu as pour préparer son intégration, envisager comment tu... En plus, c'est Jay Crowder. L'expérience, le Hmm. passé nous a Qui a fait les prouvé qu'en finales playoff, avec mais le Heat oui, de Miami, qui a fait les finales avec les Suns face aux Bucks. Donc voilà. un joueur qu'ils connaissent parfaitement, Et surtout dont l'histoire nous prouve qu'en playoff, il est un atout hyper important, qu'il sait très complètement. bien ce qu'il faut faire, il sait très bien ce qu'il doit faire et qu'il le fait parfaitement bien. Comment c'est possible que ce mec-là ait pas été intégré? Et puis l'interview qu'il fait après est hallucinante. Je ne sais pas pourquoi on m'a fait venir ici. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a même pas eu un moment dans la série où Budenholzer est allé le voir pour lui dire bon bah écoute mon gars, je te fais pas jouer pour telle raison, telle raison, telle raison, mais t'inquiète pas, peut-être que dans 2 ou 3 matchs tu vas pouvoir revenir. Enfin, tu vois, c'est fou, ça prouve qu'il y a un énorme Mhm. dysfonctionnement. Alors attention, on sait que Budenholzer a vécu des moments extrêmement compliqués Il a pendant, perdu voilà, son frère avant le match 4 c'est tragique, dans un accident de voiture, voilà, enfin c'est des suites de ses évidemment, blessures. des circonstances qui ne l'ont pas aidé, peut-être à être parfaitement lucide, à trouver des solutions. OK, ça c'est clair. J'ai quand même OK, l'impression que Budenholzer ne va pas rester à la tête des Bucks. bah, là en tout cas, ça pose une vraie question. En tout Ouais. cas, je peux pas concevoir que les Bucks ne bougent pas cet été, qu'il ne se passe pas quelque chose, que ça soit au niveau des joueurs ou au niveau du coaching staff, et effectivement Budenholzer, la question va se poser en tout cas, mais voilà, je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre de voir plus de Miami pour se rendre compte qu'il y a il y a eu un énorme manque d'adaptation des Bucks, et c'est pas la première fois qu'on dit ça, hein, depuis Non, que non, Budenholzer est en Budenholzer, poste. c'est ça, ouais. Ce qui est assez drôle là-dedans, c'est que Budenholzer est à un doigt de pied de Kevin Durant de se faire virer en 2021 Tout à fait. et finalement gagne le titre. Ouais. Et que là, 2 ans plus tard, clairement, hein, Giannis Antetokounmpo qui en conférence de presse dit on n'a pas fait les ajustements qu'il fallait, je respecte le coach, j'ai suivi les consignes, mais j'aurais voulu potentiellement défendre sur Jimmy Butler personnellement. Et certains, voilà, et le nombre de fois où il a répété on n'a pas fait les ajustements qu'il fallait, on n'a pas fait les ajustements qu'il fallait. Il y a eu un autre podcast que j'ai écouté avec de Zach Lowe où il y avait Bobby Marks, spécialiste du salary cap notamment, qui était invité et qui explique qu'aujourd'hui les Bucks se retrouvent également d'un point de vue du roster dans une problématique de construction autour de Giannis. Giannis Antetokounmpo a 28 ans,
À ses côtés, aujourd'hui, tu as Jrue Holiday qui aura 33 ans au mois de juin, qui est signé jusqu'en 2025. Brook Lopez qui a 35 ans et qui est agent libre. Jake Crowder qui est agent libre et qui a été donc à peine utilisé, comme tu l'as très bien souligné. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, dans cette équipe, il y a énormément de décisions à faire. D'un point de vue du cap, euh, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu gardes la même équipe parce que tu es allé au bout avec ces joueurs-là, au risque de te ceinturer à des mecs qui vont devenir des boulets quelque part, financièrement? Ou est-ce que tu prends le risque de contrarier Giannis Antetokounmpo, mais de bien reconstruire autour de lui avec des éléments qui sont plus alignés avec son évolution? Oui, mais si tu veux, en fait, moi j'entends le fait de renouveler l'effectif. Mais en fait, le problème, ça va être toujours le même, quoi. C'est que si Budenholzer n'est pas capable de s'ajuster, si Budenholzer n'est pas capable d'apporter des variations à son jeu, par exemple en attaque, tu vois. Moi, je pars du principe que Budenholzer est parti. Hein. Ok, d'accord. Bah écoute, ça va être. En fait, c'est des questions qui sont. C'est compliqué d'y répondre aujourd'hui. En fait, Ouais. il faut plus de recul, tu vois. Il faut savoir combien est-ce que les joueurs en fin de contrat vont réclamer. Il faut prendre le temps d'analyser ce qu'on a vu, ce qui s'est passé. Bon, voilà, moi c'est une évidence que. Alors attention, j'aime beaucoup Budenholzer. Hein, je trouve qu'il a fait des choses vraiment incroyables à Milwaukee depuis qu'il y est. Ça fait quoi? Ça fait 5 ou 6 ans là qu'il y est? Ça Bah, fait 5 ans, je crois. c'est une des équipes les plus dominantes en saison régulière sur les 5 dernières saisons. Ah bah oui, bien sûr. Ah Je veux oui, dire, non mais complètement. c'est une des équipes qui caracole en tête de la ligue chaque année. C'est, tiens, voilà, les Bucks premiers de la conférence Est. Et bizarrement, l'année où ils gagnent le titre, ils sont troisième, tu vois. Ouais. Oui, mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien. En fait, Giannis, depuis qu'il est vraiment devenu extrêmement dominant en NBA, donc en gros, il est devenu le joueur qu'on connaît vraiment depuis quoi, 2017, 2018, un truc comme ça. En fait, Ouais, 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 c'est ça, il n'a ouais, été 2018, coaché, ouais. il a été coaché que par Budenholzer depuis cette époque-là, tu vois. Et c'est Hmm. vrai que moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne avec un coach capable de varier plus son jeu offensif, enfin, le jeu offensif de son équipe. Tu vois, quelle possibilité ça ouvrirait à Giannis? Bon voilà, c'est vrai que c'est des trucs qui m'intriguent un peu, et on va voir, on va voir ce qui va se passer, mais en tout Ouais, cas, ouais. mais c'est un séisme hein, ce qui s'est passé pour Milwaukee. Je veux dire, la conférence de presse de Yanis, elle est hyper intéressante parce que, ok, c'est vrai qu'avoir autant de recul et tout, c'est intéressant. Il tient un discours qu'on n'entend pas très souvent, mais bien sûr que c'est un échec, Yanis. À un moment, arrête, enfin, c'est pas possible quoi. On avait l'impression qu'il y avait une telle C'est une marge. déception, bien évidemment, Bah c'est ouais, sûr et certain. bah C'est bien sûr. sûr. Après, je comprends ce qu'il veut dire et je vois où il cherche. Oui, mais il joue sur Voilà. les mots, tu vois? Même Oui, il si joue sur c'est les mots, bien sûr. tu peux construire sur un échec. Je veux dire, j'entends bien son histoire de «c'est un pas de plus». Oui, bah, d'accord, mais c'est aussi comme ça, c'est aussi en perdant qu'on apprend et en l'occurrence, là, c'est ce qui s'est passé, quoi. Tout à fait. Un dernier mot sur Cleveland également, et après on va enchaîner sur le Heat et les Knicks, parce que c'est ça qui nous intéresse quand même comme sujet. Cleveland, moi, de ce que j'avais noté de cette performance face aux Knicks, c'est et on l'avait laissé entendre un petit peu quand même dans notre preview, c'était que bah, les Cavaliers, ils sont verts, quoi. Ils sont jeunes, Tout à il n'y a fait. pas d'expérience commune, c'est encore très, 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 très jeune, notamment Evan Mobley, on voit bien. Enfin, je veux dire, quand tu vois que les Knicks se sont gavés au rebond, alors que dans la raquette des Cavs, tu as Jarrett Allen et Evan Mobley. Il y a quand même des questions à se poser du côté de Cleveland sur comment tu vas bâtir ton effectif à l'avenir. Quoi. Est-ce que tu gardes vraiment ces deux gars-là, euh, les deux Twin Towers, on va dire, alors que les mecs se font potentiellement manger au rebond par Mitchell Robinson et Josh Hart? Ou est-ce que Josh Hart mange tout le monde, gros. ouais, ouais, non, mais ou est-ce que tu changes ton fusil d'épaule et tu essayes de développer, tu continues à développer Evan Mobley. Evan Mobley doit clairement développer sa palette offensive. Il doit prendre de la force sans sacrifier sa rapidité de déplacement. Mais il y a énormément de choses à faire. Puis la profondeur du banc était un gros problème du côté de Cleveland, quoi. Oui, mais le manque d'adaptation défensif aussi, pour le coup. Enfin, tu vois, ce qu'on a dit sur Tout à fait, Milwaukee, ouais. c'est aussi un peu vrai c'est aussi un peu vrai pour les Cavs. Et c'est vrai que Très, très vrai. là, on sait qu'ils ont maintenu leur confiance en JB Bickerstaff. Probablement aussi parce que bah, il est très apprécié par ses joueurs, etc., etc. Bon, je le comprends parce que c'était, tu vois, on l'a dit, cet effectif, il était très vert. Personne n'est choqué en soi de l'élimination de Cleveland, mais bon, voilà, moi j'attends un peu de voir si vraiment garder le coach au prétexte que il s'entend très bien avec ses joueurs, c'est une bonne chose.
voilà, c'est toujours un peu, si tu veux, l'exemple de Golden State avec Mark Jackson. Tu vois, Mark Jackson aussi Tout était à fait. extrêmement proche de ses joueurs, extrêmement proche de son groupe. Ben, en attendant, pour passer un cap, il a fallu casser cette relation, faire venir quelqu'un d'autre. Je pense pas que ça soit le moment à Cleveland. Je Moi pense non pas que plus. Bickerstaff, ça soit le premier Non, pôle à changer maintenant tout de suite. je Je suis pense, je pense d'accord. pas que ça soit ça. C'est d'abord l'effectif, et après tu vois si Bickerstaff est capable de créer de mettre ses joueurs dans des meilleures situations. Oui, Parce mais que même. tu vois Mitchell, Garland, c'est quand même une série très compliquée, quoi. Ouais, bah oui, oui, ah bah, c'est clair, ouais, c'est clair. C'est clair. Mais effectivement, voilà, Très douloureuse. ils sont très jeunes, ils sont très verts. Bon, maintenant, on voit aussi à l'Ouest que être vert en playoff, ça n'empêche pas de faire des trucs assez impressionnants aussi, quoi. Mais bon, je comprends qu'ils gardent Bickerstaff au moins un an de plus. Mais par contre, en cas de nouvel échec l'été prochain, je pense sincèrement qu'il va falloir faire bouger les choses à ce niveau-là. Ouais, complètement. Allez, on va passer au duel Heat Knicks, un peu plus dans le détail donc. Le Heat, donc Jimmy Butler. Je vais rappeler vite fait ses stats du premier tour parce que c'est quand même assez hallucinant. Le gars, il a quasiment 38 points. Il a 37,6 points en moyenne, quasiment 5 passes, quasiment 2 interceptions. Une adresse au tir à peine croyable, notamment à 3 points. Enfin, je veux dire, ce que je disais tout à l'heure, transfigurer Jimmy Butler, transfigurer Miami. Miami en saison régulière, shooté à 34,4% à 3 points. Au premier tour face aux Bucks, ils étaient à 45%. C'est La dingue. blessure de Tyler Hero et de Oladipo a forcé, comment il s'appelle, Spoelstra à sortir du placard Duncan Robinson. Le gars a planté 13 de ses 19 tirs à 3 points. Kevin Love est désormais dans le 5 majeur. Max Strus et Gabe Vincent sont des joueurs. Gabe Vincent, on dirait Scottie Pippen. Gabe Vincent et Jimmy Butler, c'était Michael Jordan et Scottie Pippen dans cette série face aux Bucks, quoi. C'était incroyable. C'est hallucinant. Incroyable. Sans déconner. C'est hallucinant ce qui s'est passé. Ouais, enfin vraiment, en fait, enfin, je sais pas si on se rend compte, moi j'ai pas les mots. En fait, moi, Jimmy Butler, à la base, c'est un joueur, je vais être très honnête, hein, c'est un joueur que à la base, je peux pas blairer, moi, en fait. Jimmy Butler, tu vois, ces années à Chicago, Minnesota, je trouvais qu'il avait un côté trop individualiste, que c'était vraiment trop une tête de con. Je trouvais que le joueur était incroyable sur le parquet, mais humainement, j'avais vraiment du mal. Mais honnêtement, depuis qu'il est à Miami, c'est. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est tellement l'incarnation parfaite Du franchise player. non, mais non, au-delà de ça, de ce que veulent Pat Riley et Ah oui, Eric oui, tout Spoelstra à fait. comme tête de gondole, tu vois, Et d'ailleurs, de leur programme. Et d'ailleurs, son interview, sa conférence de presse après son match, c'est absolument aberrant à 56 points, je crois. Au Il dit Game 4, ouais. exactement ça. Il dit exactement ce que tu viens de dire. Il dit, en gros, Pat Riley et Eric Spoelstra m'ont fait venir, notamment pour ça, je pense. Et quand il dit notamment pour ça, il parle absolument pas de sa production offensive, mais il parle de sa mentalité, de son Mmh. état d'esprit, de cette capacité à se transcender. Mais il y a qu'à entendre Spoelstra parler de Jimmy Butler, Mais oui, ça passe de c'est le commentaires, quoi. meilleur joueur de cette série. Quoi, il y a pas le C'est le meilleur moindre joueur des débat. playoffs tout court. Enfin, je veux dire, Ah, oui, sur ce début de playoff, oui. le mec est en train de marcher sur les playoffs alors qu'il est, quoi. Oui, 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 tout à fait. C'est incroyable. C'est une des. Enfin, je veux dire, il est à jamais dans la légende, Jimmy Butler. À Mais jamais. On aura cette passe lobée de Gabe Vincent au-dessus des bras de Antetokounmpo et Butler qui rattrape le machin d'un bras et qui met le panier pour égaliser. On aura cette image-là toute notre vie. mais globalement, je veux dire, au-delà même de ces playoffs-là, je sais pas si on se rend compte du fait que Jimmy Butler à Miami, depuis 2020, c'est déjà 2 finales de conférence, alors que le mec a des équipes, mais quand tu C'est compares n'importe les quoi. autres équipes de l'Est, Mais c'est tu ne mets n'importe quoi. jamais Miami favori au début de la saison. Mais jamais, Et l'an jamais, jamais, dernier, jamais. ils sont à 2 doigts de donner la fessée à Boston, quoi. C'est fou. C'est fou. Et ça va au game 7, c'est n'importe quoi. C'est dingue, Ah ouais. là 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 là. Je suis désolé, je suis désolé. J'ai l'impression d'être en. J'ai été en transe pendant cette série. Mais oui. J'étais en transe, littéralement, j'étais en transe. Ah mais tu sais que ça me fait vraiment plaisir parce que moi, en fait, moi j'ai un biais sur cette équipe de Miami. J'adore sa mentalité, j'adore ce qu'ils ont fait, j'adore Spoelstra. Donc moi je me disais, si ça se trouve, je surréagis un peu. Mais le fait que tu aies ressenti la même chose que moi devant cette série, ça me fait vachement plaisir, tu vois. Je me dis, Ouais. bon, c'est pas...
Enfin, c'est dingue, vraiment, c'est dingue. On va arrêter un peu d'être les cheerleaders là et Oui, tout à fait. on va regarder un petit peu concrètement les duels face aux Knicks. Ma première question, Charlie, c'est comment les Knicks défendent, à ton avis, sur Jimmy Butler? On sait que Quentin Grimes, qui a été blessé sur la fin de série face à Cleveland, sera de retour. Ils ont Josh Hart. À ton avis, est-ce que Jimmy Butler RJ peut... Barrett aussi. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que Jimmy Butler peut décemment... C'est ça la question, moi, que je me pose. Est-ce que Jimmy Butler et le Heat peuvent décemment continuer sur ce rythme-là? Est-ce que Jimmy Butler peut continuer à être Michael Jordan? C'est la question, hein. C'est ça. C'est Les pourcentages au tir de Jimmy Butler face aux Bucks, quand tu prends en considération, tu vois, ça y est, je me retransforme en groupie. ouais, Euh, non mais attends, non, mais je comprends. il a Drew Holiday sur le dos. Je veux dire, Drew Holiday est un des meilleurs défenseurs de toute la ligue sur le périmètre. Non, mais au-delà de ça, en fait, l'énorme problème, c'est l'adresse extérieure. Enfin, en fait, donc tu as dit que le Heat, depuis le début des playoffs, il tournait à 45%. C'est Pour les premiers, c'est l'équipe Oui, mais la attends, plus à droite. non, mais c'est pas Euh, juste les premiers. Pour que les auditeurs se rendent compte de la marge, Vas-y, vas-y. la deuxième équipe la plus à droite, Philadelphie, ils ne sont qu'à 40,6%. Tu te Non mais rends c'est compte de n'importe la quoi, mais marge bien qu'il sûr. y a. Mais bien sûr. Donc évidemment, comment est-ce que les Knicks vont défendre sur Butler? Ah, c'est à la fois simple, parce qu'on sait qu'en l'absence d'héros, beaucoup de ballons vont passer par lui, mais en même temps, c'est compliqué, parce qu'il est en feu, il est hyper intelligent, il sait s'adapter. Donc, est-ce que tu doubles sur lui? Mais dans ce cas-là, tu libères des espaces, et Moi, je vu les pense que c'est ça pourcentages qui à va se 3 points, passer. mais moi aussi, bien sûr, en fait, tu es obligé de doubler sur lui, quoi, quelque part. Ouais, ouais. Parce que c'est leur meilleur scoreur, c'est aussi leur meilleur créateur. Et aussi parce que c'est comme ça qu'ils ont fait face à Cleveland, tu vois. Face à Tout à Cleveland, fait. ils ont accepté de laisser des tirs ouverts à des role-players. Le problème, c'est que si tu laisses des tirs ouverts à un mec qui tourne à 70% à 3 points comme Duncan Robinson, comment tu t'en sors, quoi? Ouais. 70% à 3 points. Non, mais c'est n'importe quoi. Et c'est pareil, tu vois, les Caleb Martin et tout ça. Est-ce que ces gars-là vont être capables de maintenir. Voilà, c'est ça ma question. C'est est-ce que Caleb Martin, Gabe Vincent, Max Strus, est-ce que tous ces gars-là vont être capables de maintenir ce niveau Tous, d'efficacité? tous non. Non, parce que quand même, il faut dire un truc, c'est que... Je pense qu'il y a un moment ou un autre, ils vont retomber sur terre, quoi. Bah, bien Et, sûr. j'attendais ça, match après match face à Milwaukee. Je me suis dit, attends, non, non, non. C'est un match complètement fou. Le prochain, ça sera pas comme ça. Et hop, ils remettent ça. Et hop, ils remettent ça. Et hop, ils remettent ça. Et à chaque fois, le scénario était différent. Mais à chaque fois, ils trouvaient des solutions. Non, mais parce que, en fait, Là, tout de suite, maintenant, là, tu me prends à chaud sur le hit. Je suis incapable de te dire qu'ils sont pas capables de recommencer, quoi. bah, c'est pas possible. Enfin, en fait, je vais te dire... Mais ça me semble totalement improbable si j'essaie de me ramener moi-même à la raison. Voilà, moi je vais te dire ce qui, à mon avis, est complètement impossible. Ce qui, à mon avis, est complètement impossible, c'est qu'il y ait une telle réponse collective. C'est-à-dire que qu'il y en ait un ou deux qui, chaque match, soit en pleine réussite, j'ai aucun doute là-dessus. Sur le premier tour de playoff, Miami, ils ont 8 joueurs à 40% ou plus à 3 points. Mais oui, mais, Non, mais tu te rends compte? En mais fait, oui, je me rends compte. le pire shooter à 3 points de Je Miami, me rends compte. parmi ceux qui shootent vraiment, hein, donc je compte pas Adebayo et Smith, c'est Kyle Lowry, le pauvre est à 35%. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est pas possible. Moi, je peux pas croire que ça se reproduise. Ou alors ils ont trouvé un truc, les gars. Enfin, je sais pas, ils ont une aide à la visée ou quoi. Tu vois. Mais donc ça, non, ça, Ils ont une je peux pas y intelligence croire. artificielle qui est équipée dans leurs bras. Écoute, je sais pas trop, ouais. Je sais pas De trop. toute façon, en fait, si t'es New York, t'es obligé de miser là-dessus, tu vois. Tu veux dire, tu vas pas laisser, tu vas pas laisser Jimmy Butler se régaler, tu vois. T'es obligé de doubler sur lui et de croiser les doigts pour que, bah, quelque part, la situation redevienne normale. Parce que, en fait, Hmm. la normalité, c'est pas du tout ce qui s'est passé au premier tour avec Miami. C'est pas du tout ça, la normalité. Ouais, tout à Une fait. équipe qui shoot à 45% à 3 points en playoff, tu vois. Ouais, complètement. Ouais. Alors concernant les Knicks, si on est dans la continuité de leur série face à Cleveland, les Knicks, leur grande force, enfin, où c'était gênant pour Cleveland, clairement, c'est la domination des Knicks au rebond offensif, notamment avec Mitchell Robinson, qui venait prendre les rebonds sur la tête de tout le monde. J'ai rarement, c'est pareil, tu vois, j'ai rarement vu ça depuis. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un joueur où tu as l'impression que personne, littéralement personne, n'est capable de l'empêcher de prendre le rebond. Ouais.
Ils prenaient absolument tout. Tu as l'impression que le ballon était attiré par Mitchell Robinson. Non, mais dans l'ensemble, les Knicks, c'est 15 rebonds offensifs par match en playoff, hein. Non, non, mais c'est... Alors, Cleveland était, pendant la saison, parce que j'utilise encore, grand fou que je suis, des stats de la saison régulière, même si apparemment, concernant le Heat, ça sert strictement à rien. C'est clair. J'espère pour eux que ça sera, pour le coup, cette stat-là va perdurer. Contrairement à Cleveland, qui était 20e au rebond offensif, en termes de ratio de rebond offensif, le Heat était 4e. Donc, pour moi, il y a vraiment... C'est là-dessus que je vais regarder côté Knicks, c'est est-ce qu'ils vont être capables de réitérer cette domination au rebond ou pas face à Miami. Ah, surtout que Miami est assez moyen dans ce registre-là, quoi. Les rebonds, Bah, au rebond défensif, cette saison, Oui. ils étaient 4e de la ligue, ce qui est très bon. Oui, oui, oui. Et quand les Knicks ont joué le Heat, j'ai regardé ça, le Heat parvenait, parce que pour le coup, les Knicks, ils étaient la deuxième meilleure équipe au rebond offensif de la saison. Donc ce qui s'est passé face à Cleveland, c'est tout à fait compréhensible. Quand ils ont joué contre le Heat, leur ratio était beaucoup plus en milieu de style, un ratio équivalent au milieu de tableau, quoi, par rapport à ce qui se fait dans la ligue, généralement. On a aussi vu dans la série face à Cleveland, pour le coup, que les Knicks, qui juste toute la saison régulière avaient une attaque plutôt bien portante, ont galéré pour rentrer leur shoot. Ils ont un pourcentage de réussite de tir qui est assez catastrophique. Heureusement pour eux, ils étaient capables d'avoir beaucoup de rebonds offensifs, donc beaucoup de points sur les secondes tentatives, voire troisième tentative. Pour moi, le nerf de la guerre concernant les Knicks, ça va se placer là. C'est-à-dire que, hormis leur capacité, bien évidemment, à freiner Jimmy Butler et sa clique offensivement, est-ce qu'ils vont être capables d'asseoir leur domination dans la raquette comme ils l'ont fait face à Cleveland ou pas? Est-ce que tu penses que Adebayo, Kevin Love, ça peut tenir la route face à Mitchell Robinson et un Julius Randle où on ne sait pas trop comment ça va se passer pour lui? Bah, déjà, c'est ça, la question, c'est quid de la cheville de Randle à ce niveau-là. Mais effectivement, déjà, rien qu'avec Mitchell Robinson, il y a un sacré client. Bah, c'est la question, en fait. Moi, j'attends énormément de Bam Adebayo, bon, plutôt offensivement. Mais effectivement, parce que défensivement, il est toujours là, il fait toujours son boulot, il n'y a aucun problème là-dessus. Il était lui Énorme. aussi, dans la série contre Milwaukee, absolument. Et ça, toi et moi, on le dit souvent, hein. Bam Adebayo est l'un des rares joueurs en NBA capable de défendre sur Giannis Antetokounmpo 1 contre 1. Ouais. On a vu dans cette série à quel point ce détail est excessivement important quand tu joues contre Milwaukee. Bref, Ouais, non, mais excuse-moi. il a été énorme, Adebayo. Mais bon, moi, je l'attends plus offensivement parce qu'il faut plus de soutien pour Jimmy Butler, ça c'est clair. Tout à fait. Mais Je suis bon, absolument d'accord. ouais, non, effectivement, sur les rebonds, moi, j'ai du mal à voir cette raquette-là, Adebayo Love, pouvoir concurrencer celle de New York. Ça va être évidemment une des questions les plus importantes, tu l'as dit. Pour moi, c'est effectivement là que les problèmes, entre guillemets, vont commencer pour Miami, quoi. J'ai vraiment du mal à les voir faire face à ça. En fait, pour moi, il y a deux choses pour Miami. C'est comment est-ce qu'ils vont répondre à la domination de New York au niveau des rebonds et comment est-ce qu'ils vont répondre à la défense extrêmement agressive des Knicks sur le porteur de balle. Parce que c'est comme ça qu'ils ont défendu New York contre Cleveland. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, à Miami, des porteurs de balles, avec l'absence d'héros, t'en as quand même plus beaucoup, en fait. Bah non. Donc ça C'est va pour être ça que la d'ailleurs, question. Kyle Lowry fait partie de mes facteurs X dans cette Bien série. sûr. C'est-à-dire que Kyle Lowry, s'il est capable d'avoir une série décente, voire plutôt bonne, voire très bonne, ça peut changer la donne du côté de Miami. Mais Ouais. ça fait maintenant un moment qu'on n'a pas vu Kyle Lowry avoir des performances équivalentes à ce qu'il a fait quand il était sous le maillot des Raptors C'est vrai, mais c'est pas un boulet pour pendant autant. leur title run, quoi. Non, mais c'est vrai, mais c'est Non, pas non, un non, boulet. je dis pas que c'est un boulet. Non, je sais bien. Je dis que là, en l'absence de Tyler Hero et de Oladipo, bon, Oladipo, ça dépend les attentes qu'on pouvait avoir le concernant, mais en l'absence de Tyler Hero, aujourd'hui, Kyle Lowry prend une importance absolument gargantuesque, quoi. Ah bah ouais. C'est ouf, quoi. Ah, c'est clair, c'est clair. Donc, je me dis que c'est très important côté Heat de pouvoir compter éventuellement sur Kyle Lowry et que Kyle Lowry, s'il arrive à vraiment
s'imposer comme un porteur de balle, un créateur, en nous prenant un peu par surprise par rapport à ce dont il nous a habitués sous le maillot du 8 pour l'instant, ça peut être la surprise du chef, on va dire, de cette série. Autre dernier point, et après je te laisse la parole, Kevin Love, la raquette Kevin Love, Bam Adebayo, alors oui, effectivement, si on part du principe que Randle joue, même avec une cheville un peu tendre, Mitchell Robinson est à ce point impressionnant que rien qu'à lui et tout seul, tu te dis que les Knicks ont un avantage à l'intérieur. Ouais. Mais j'ai hâte de voir comment Spoelstra va déployer Kevin Love pour essayer de virer un des deux grands, que ce soit Randle ou Mitchell Robinson. Et je pense qu'il va tout faire pour que Mitchell Robinson sorte sur Kevin Love, Ouais. du moins l'obliger à sortir sur Kevin Love ou Caleb Martin. En tout cas, essayer d'utiliser ces joueurs-là pour faire sortir les Robinson de la raquette. Et Mais j'ai hâte, c'est ça la parce que clé. c'est exactement ce qu'il a réussi à faire avec les Bucks. Ouais, mais c'est ça Il la a clé, en réussi à fait. utiliser Adebayo et Kevin Love pour faire sortir Brook Lopez pour permettre à Butler d'aller se gaver à l'intérieur. C'était génialissime, c'était brillantissime. Ah, c'est du Spoelstra dans le texte. Hein. Oh C'est... là, Ah, voilà, hein, c'est... oh là 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 là. Mais en fait, elle est là la clé. Parce que c'est pas, il y a pas, y a Ouais. pas un joueur qui va sortir du chapeau côté Miami. Tu vas pas Non, te non, retrouver tout à non, non, coup bien avec un sûr. Yurt Seven ou n'importe qui, tu vois, qui explose tout à coup venu de nulle part, tu vois. Genre, mais attends, tu rigoles, mais enfin, pour sortir des joueurs de nulle part, Bah, Spoelstra, il est quand même fort. Hein. Duncan Robinson, c'est ce qui s'est passé. Hein. Voilà. Le mec, il est arrivé sur son destrier blanc, là, magnifique. Oui. Mais donc la clé, en fait, elle est comment est-ce que Spoelstra va dérégler la mécanique de New York au rebond, en fait. Elle est uniquement là. C'est pas avec, c'est pas un joueur qui va faire la différence, en fait. Ce qui va faire la Ouais. différence, qu'est-ce que Spoelstra va mettre en place. Parce que tu l'as dit, tu peux pas te contenter de subir la domination de Mitchell Robinson au rebond pendant toute la série, en fait. Si ça arrive, bah, ça va être extrêmement compliqué pour Miami. Ah ben non, mais clairement. Donc Il faut voilà. absolument le sortir Et donc de la raquette. t'imagines le chantier qu'il a, Spoelstra. Comment sortir Mitchell Robinson de la raquette? Comment rendre l'attaque du 8 moins dépendante de Butler? Comment répondre à la défense hyper agressive sur le porteur de balle? Enfin, Spoelstra, il est face à un chantier, là. C'est hallucinant, c'est génial. Ouais, parce que j'ai vu des clips de la défense de Thibodeau, là. C'est assez hallucinant, en fait. Parce que quand tu regardes les matchs, tu réalises pas forcément exactement comment ça peut se passer. Mais je pense que ce soir, on va voir. C'est ce qu'on va voir. On va voir, à partir du moment où Butler aura la balle dans les mains, il y a une espèce d'aide qui vient, mais qui n'est pas une aide toujours franche, en fait. C'est-à-dire que le joueur va pas forcément rester pour faire une prise à deux. Ils viennent, il essaye de taper le ballon, il essaye de créer la surprise, on va dire, pour forcer une balle perdue. Et si ça se passe pas, il y a une rotation défensive qui est faite immédiatement et tout le monde reprend sa position. C'est extrêmement bien fait. Ouais, c'est hyper intelligent. La chorégraphie défensive de Tom Thibodeau, En fait, pour il y le a coup, constamment de l'incertitude. Exactement. Pour l'attaque adverse, il y a constamment de l'incertitude. En fait, il cherche à créer de la confusion permanente Voilà, c'est ça. par rapport au porteur de balle. En fait, l'idée, c'est de ne pas laisser au porteur de balle les 2-3 secondes dont il C'est peut ça. avoir besoin pour envisager, tu vois, le move suivant, quoi. Ou C'est... surtout, oui, et parfois, c'est aussi créer des opportunités, c'est-à-dire créer une ouverture qui, en fait, n'est pas là, puisque la défense sait déjà que ils vont ouvrir une porte à tel endroit en faisant leur aide, et la rotation est déjà prévue, en fait. C'est extrêmement, c'est un piège quelque part, tu vois, Oui, non, où mais le complètement. porteur de balle va se dire, tiens, il y a un mec qui est ouvert là-bas, mais c'est pas lui en fait, c'est pas lui vraiment qui va être ouvert, c'est un autre joueur. Et encore faut-il le capter, quoi. Ouais, c'est... Ah, ça va être C'est trop bien, ça va être trop c'est intéressant. passionnant. Et d'ailleurs, d'autres trucs pour les Knicks auxquels ils vont avoir affaire, et j'ai hâte de. Là, pour le coup, c'est Jalen Brunson qui va avoir beaucoup à travailler là-dessus. Emmanuel Quickley aussi qui va avoir à travailler là-dessus. Et l'adresse extérieure des Knicks, d'un point de vue collectif, qui va être déterminante, c'est la défense de zone du Heat. Parce que pour le coup, Spoelstra, lui, défensivement, utilise beaucoup la zone, Ouais. beaucoup plus que la plupart des équipes en NBA. Le Heat fait partie des toutes premières équipes à utiliser de la défense de zone. Et ils sont extrêmement efficaces là-dedans. C'est une des meilleures défenses de zone de toute la NBA. En termes à la fois de volume et d'efficacité. J'ai hâte de voir comment New York va se dépatouiller de ça,
Parce que eux, tout à l'heure, on parlait de la réussite au tir du hit qui est absolument formidable. Pour le coup, les Knicks, eux, ils ont besoin de retrouver des couleurs en termes d'adresse. Et pour casser une zone, rien de tel que de mettre des tirs. Si tu les mets C'est clair. pas, ça devient problématique. Ouais, non, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Elle est dure à pronostiquer cette série, hein. Non, mais enfin, tu vois, J'ai peur, Charles. quand tu fais le J'ai pas bilan, dû pronostiquer quoi que ce soit, je te le dis, hein. en fait, genre, pour moi, le meilleur joueur, il est à Miami. Le meilleur coach, il est à Miami. Le Ouais. collectif, Ah, il c'est est pas à mal. New York. J'aime ce que tu fais. Ouais, ouais, ouais. L'avantage du terrain, il est à New York. Ouais, La défense, elle est à New York. ouais, L'expérience, elle est à Miami. ouais. Ouais, j'aime bien ta façon de voir les choses. Ouais. Écoute, je crois que je vais mettre New York en 7 en espérant me tromper et que ça soit l'inverse. Et attention, j'ai rien contre les Knicks, hein, mais j'ai tellement envie de voir. En fait, j'ai envie que Spoelstra continue à enchaîner les finales de conférence avec Ouais, ses effectifs constitués de briques et de brocs, de joueurs non draftés, de ouais, revenants. J'ai envie de voir jusqu'où Butler peut aller. Ça fait plusieurs années maintenant qu'il donne souvent l'impression de porter toute la ville de Miami sur ses épaules. Il faut se rappeler de son état de fatigue en finale dans la bulle face aux ouais. Lakers. Enfin bref, la raison me dit New York, notamment à cause de l'absence d'héros. Le cœur me dit Miami, mais ça ne sera possible qu'à condition que Kyle Lowry réponde présent, que Bam Adebayo soutienne Butler offensivement. Il y a trop de si, donc je vais partir sur New York en 7. Mais dans Je- tous les cas, je veux 7 matchs. la raison me pousse et la profondeur du banc des Knicks, enfin de leur effectif en termes général, me pousse. Et Jalen Brunson aussi Oui, m'inspirait tellement c'est vrai confiance. qu'on n'a pas assez cité On son n'a nom, pas Jalen du tout Brunson. parlé de Jalen Brunson quasiment, enfin si, on l'a dit au début. Et ce joueur est vraiment extraordinaire. Il Ouais. est vraiment très très bon. Et, et même plus que ça, c'est la star de New York, Oui, clairement. oui, non, moi je m'y attendais pas du tout. Enfin, voilà, moi C'est je le le, voyais pas prendre une telle ampleur. c'est le leader de Magnifique. ce groupe et il s'impose comme un des meilleurs joueurs en isolation de toute la NBA. Ouais, et puis il a Ce la qui n'est mentalité pas. pour. Oui, oui, non, mais c'est pas rien de dire ça. Non, Parce non, que c'est quand vrai. tu vois les énergumènes qu'il y a en NBA, dire Mais tu ça fais bien pèse de quand le même. dire parce que c'est vrai que Brunson, il peut parfois être un peu présenté, tu vois, comme ce leader exemplaire dans le côté bleu de travail, dans le Hmm. côté je rechigne jamais, etc. Mais il y a aussi techniquement, c'est un joueur extraordinaire. J'ai du mal à croire que Kevin Love puisse à ce point peser sur la série alors qu'il y a besoin. Kyle Lowry, pareil, la même. Enfin, pour moi, Kevin Love et Kyle Lowry doivent être tellement euh, en sur-régime par rapport à ce que j'attends d'eux que j'ai du mal à y croire. Ouais. Et dans mes notes, Charlie, je te le donne en mille, et les role-players de New York, que ce soit Mitchell Robinson, Josh Hartenstein, tous ces gars-là, ils m'ont tellement convaincu dans cette série face à Cleveland que j'ai du mal à ne pas les mettre là, quoi. Et dans mes notes, j'ai mis les Knicks en 7 matchs. Et tu sais ce que j'ai mis entre parenthèses? Non. Ce que j'ai mis entre parenthèses, c'est ce qui veut dire que Miami va gagner. Ah oui, t'as une si haute opinion de tes pronostics, quoi. Non mais, tu sais quoi, le hit, toute la saison, le hit, pour moi, ça fait des années, et d'ailleurs, tu fais partie un des mecs qui m'a le plus convaincu concernant Miami. Butler, Spoelstra, tout ça. Mais ça fait partie des poignées d'équipes où je me dis, ne parie jamais contre ces mecs-là. Bah, c'est ça le truc. Tu ne paries jamais contre ces gars-là. Ils ont prouvé encore et encore et encore. Et tu vois, quand ils ont perdu face aux Hawks, j'ai commencé à me dire, oh là là, non mais c'est pas possible. La victoire à l'arraché face aux Bulls, là j'ai lâché le morceau. Je me suis dit, ouais non, vas-y Ouais, c'est c'est au bon. même moment que je me suis dit: «Non, Le ça arrivera hit, pas, quoi». laisse tomber, c'est mort quoi. Là, je peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Et les mecs, ils me sortent la série face aux Bucks, quoi. C'est dingue. Et là, c'est ce que je viens de te dire. La raison me dit les Knicks en 7 matchs, un septième match au Madison Square Garden. Mais si on a ça, C'est fou. ça va être une série all time, all time. Oui, mais voilà, non, mais c'est ça, pareil. La raison me Et, dit les et, Knicks, et quelque mais part, je dis les Knicks en 7 matchs, mais la vérité, c'est quoi, Charlie? C'est que si on a un Knicks hit en 7 matchs au Madison Square Garden,
Sur qui j'ai envie de mettre mon billet? Sur Jimmy Butler, Sur Jimmy Buckets! Bien évidemment. évidemment, Non, mais évidemment. En fait, c'est bien ça. évidemment. Même si la raison nous pousse à aller vers New York, il y a des éléments qui font que en fait, non, mais tu vois, historiquement, la NBA, on la suit depuis des années, des années, des années, des années. Comment comment on se retrouve dans une situation d'upset en playoff si on met de côté toutes les histoires de blessures? Un coaching exceptionnel et un Ouais, franchise player exceptionnel. ouais. Miami a ces 2 éléments-là. Voilà. Il y a j'ai lu un article où le je c'est un article ou c'est un podcast que j'ai entendu? Où le gars disait que, Jimmy Butler est peut-être la preuve personnifiée que la saison régulière ne sert à rien. Oui, bah, bien sûr. J'ai trouvé ça extrêmement drôle et quelque part ça donne à réfléchir. Ouais, ouais, bah, tu pas vu la stat, Jimmy Butler depuis qu'il est à Miami, il a fait plus de matchs à 30 et à 40 points ou plus En en playoff, playoff qu'en qu'en saison saison régulière. régulière, ouais. Comparez le nombre de matchs qu'il a joué si vous avez envie de vous amuser, vous allez comprendre à quel point cette statistique est absolument aberrante. Mais là, c'est Butler, c'est ça, c'est: «Amenez-moi en playoff, après je gère, vous Ouais, c'est inquiétez ça. pas. Juste amenez-moi en playoff», tu vois? Franchement, quel C'est franchise n'importe player quoi. extraordinaire. C'est Enfin, vraiment, n'importe quoi. quel joueur sous-estimé avant cette campagne de playoff et quel franchise player extraordinaire. Non, mais je te dis, cette série face aux Bucks, j'ai je sais pas. Je pense que cet été, je vais la revoir, moi. Non, mais je vais dès que j'ai du temps libre, je regarde des matchs. Ouais, mais c'est ça, je vais laisser passer Ouais, quelques ouais, semaines, tu vois? Et puis je vais revoir ça à tête reposée c'est et je fou. pense que je vais être tout aussi sidéré, quoi. Ouais. On va enchaîner parce que le temps passe. On a fait quasiment 1 heure là-dessus. Ouais, 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 et bizarrement, j'aurais moins de choses à dire sur la série qui suit, les Celtics face aux Sixers. Il a fallu 6 matchs à Boston pour venir à bout des Hawks d'Atlanta, qui ont Ouais, été agréablement compétitifs sous les ordres de Quinn Snyder. Je trouve qu'il a su insuffler de la confiance dans cet effectif. Trae Young a retrouvé des couleurs. Et pareil, là, ils sont dans la période lune de miel, on va dire, avec Quinn Snyder, donc ça se passe bien. Il y avait des belles choses. Collins a montré le bout de son nez, Okongwu aussi. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment, encore une fois, tu vois, je me revois à voir Atlanta en me disant, ah, elle est pas mal cette équipe en fait. mais sur le papier, cette équipe, elle est belle. Mais Elle est grave, vraiment belle, hein. il y a vraiment des choses. Mais voilà, pour moi, les Celtics restent les grands favoris de la conférence Est, clairement, surtout maintenant que Milwaukee a été éliminé. En phase 2, on trouve les Sixers, qui, encore une fois, arrivent en demi-finale de conférence avec un Joel Embiid convalescent, blessé depuis le Game 3 de la série face aux Nets. Les fans attendaient un clash de titans entre deux clubs historiquement liés. Il faut savoir que ça va être la 22e fois que les Celtics et les Sixers s'affrontent dans une série de playoffs. Ouais, là aussi, il y a une belle rivalité. Ce qui, c'est le plus en fait de confrontation en playoff de toute l'histoire des playoffs NBA. Rien que ça, c'est ce qui est quand même pas rien. Et, et voilà, et zut quoi. Zut parce qu'on débute cette série de playoffs en se disant que Joel Embiid va très certainement manquer le game 1, très probablement le game 2 aussi, et que là sa jambe, grosso modo, il va être sur toute la série, il va être sur une jambe. Et Joel Embiid sur une jambe face à Boston, ça va pas le faire en fait. Non, bah, moi, c'est aussi pour ça que, en fait, moi, Boston m'a énervé, beaucoup énervé au premier tour et je pense que, ouais, je pense vraiment, je m'attendais pas à ce qu'ils laissent filer 2 matchs. Je les ai pas trouvés sérieux. On a vu leur mauvais visage, un peu en dilettante, pas très appliqué. C'est pas bien grave, mais c'est une leçon et moi, je peux pas m'empêcher de me dire que s'ils avaient conclu la série 2 ou 3 jours avant, bah, c'est pas un ou 2 matchs qu'il aurait loupé Embiid, en fait, c'est 3 ou 4 quoi. Oui, Tu vois? complètement. Ouais. Et D'ailleurs, ça d'ailleurs, il s'est murmuré que dans les vestiaires des Sixers, ils étaient là ah bah, Embiid a au game célébré, 5. Voilà, ils étaient bien trop sûr. contents de voir que les Hawks poussaient au game 6 et, et que ça allait gagner quelques jours supplémentaires à Joel Embiid. Quoi. Exactement, mais évidemment, c'est l'immense question, quoi. C'est le cas Embiid, c'est le truc qu'on est obligé d'évoquer avant tout. Ça fait quasiment 10 jours, je crois, qu'il s'est pas entraîné. The Athletic, en ayant eu les nouveaux éléments sur sa blessure, a estimé que c'était pas inenvisageable qu'il ait une absence d'un mois, un mois et demi, ce qui serait bah, évidemment complètement rédhibitoire pour la série et pour les espoirs de sa franchise, hein, on C'est va pas se mentir. exactement ce qui s'est passé l'an dernier face à Miami. Il a manqué les deux Voilà. premiers matchs de la série et quand il est revenu, bah, c'était quasiment plié comme histoire. Donc voilà, donc la question c'est, est-ce que
est-ce que tu précipites son retour quitte à prendre un risque important? Parce que là, on est en train de parler d'une blessure au ligament du genou. Forcer sur une blessure au ligament du genou, c'est jamais une bonne idée. Si tu aggraves, tu risques d'aggraver sérieusement les choses. Donc, OK, Paul Reed a montré, notamment lors du match 4 du premier tour, qu'il Oui, mais bon. était une alternative. Non mais Ouais. voilà, mais bon, est-ce que Doc Rivers va privilégier un Paul Reed ou alors est-ce que tu fais un changement de tactique en jouant small ball? Mais en fait, au-delà de ça, qui va devenir le leader de l'attaque des Sixers s'il est absent? Est-ce qu'Harden a encore assez de jus dans le réservoir pour le faire? Sachant que Malgré Harden a fait un premier tour face aux Nets très poussif quand même. alors en termes d'adresse, oui, mais intéressant dans le jeu quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais Ok. mais mais en fait, Ok. le problème non mais Et là, offensivement, il va falloir que quelqu'un bah prenne la ouais, main. et quand Et, tu vois les et profils Et défensifs. quand tu vois Tyrese Maxey historiquement face aux Celtics, c'est la lutte intersidérale. C'est-à-dire que s'il y a une équipe que Tyrese Maxey déteste jouer de toute la ligue, c'est Boston. Mais attends, mais de toute Et façon, pareil pour Tobias Harris, il n'y arrive pas face à Boston. mais quand tu vois tous les profils défensifs qui sont présents dans le backcourt des Celtics, heu, c'est clair que pour Maxey et Harden, bah, bon courage. Alors effectivement, tu l'as dit, Tobias Harris a été vraiment très bon lors du premier tour, honnêtement. Oui, ouais, complètement, complètement. Mais bon, est-ce qu'il va pouvoir reproduire une telle perf? Enfin, en fait, non, attends, déjà, il y a un truc qu'il faut dire qu'on n'a pas dit. C'est Vas-y, vas-y, important, vas-y, vas-y, c'est vas-y, vas-y. important. Quand on a fait la preview du premier tour, Mhm, on a été dur un peu avec Philadelphie et on a dit mhm. qu'on attendait de leur part un premier tour sérieux et qu'on voulait les voir s'imposer proprement pour asseoir leur statut de candidat au titre. Il y a Ouais. déjà, il faut dire un truc, c'est que il faut être un peu honnête intellectuellement. Ils ont parfaitement réussi ce truc-là. Ils ont fait un premier tour extrêmement maîtrisé. C'est le seul sweep de ce premier tour de playoff. Ils ont remporté le match 4 sans Embiid. C'était très convaincant. Bravo. Oui, Mais c'est en vrai, fait, ils ont pas déçu, t'as raison. voilà. Mais Bravo. en fait, c'est difficile de dire ça en préambule parce que, bah, au lieu de se projeter sur la série en se disant: «Bon, bah, les Sixers, c'est solide», bah, on est en train de se projeter sur une série sans Joel Embiid, en fait, quoi. Et Non, mais c'est ça, en fait. c'est terrible, Mais non, c'est mais terrible. quand j'ai vu cette blessure au Game 3, je me suis dit: «C'est pas possible, en fait». Ah, c'est À ouais, c'est terrible. chaque fois, il nous fait le coup. Le niveau de frustration, quoi, c'est fou. Et c'est chiant parce qu'il est potentiellement sur une saison MVP. Il y a ce duel Boston-Philadelphie. Comme je viens de le dire, historiquement, il y a tout. C'est magnifique. C'est les deux des clubs les plus. Et avec l'élimination de Milwaukee, c'était vraiment le duel Ouais. très attendu par tout le monde. Enfin, en tout cas, moi, j'attendais ça, je trépignais d'impatience. Et là, quand tu vois la nouvelle sur son genou, c'est que même si demain il revient, enfin, s'il revient pour le Game 3 à Philadelphie, Mais dans quel état il revient, quoi? et voilà, dans quel état il revient. Et tu peux être sûr que Boston va l'obliger à se déplacer en défense. Ils vont faire le five out comme en 2018 avec Al Horford où ils vont forcer Embiid à sortir sur les shooters en permanence, sauf qu'avec sa jambe, bah, ça va être très compliqué pour lui de sortir. Ils vont jouer, ils vont, comment dire, insister sur son manque de mobilité. Ils Et, vont lui envoyer Robert Williams aux trousses. oui, enfin, ça risque de vite devenir très moche, quoi. Mais oui, non, mais c'est clair, c'est Et est-ce que, voilà, en fait, est-ce que je rigolais tout à l'heure parce que je m'étais en train de me dire, est-ce que James Harden est capable de, de nous faire une Jimmy Butler? bah, Est-ce qu'il non, est capable de faire ça? non, non, ça, c'est pas possible. Et tu te rends compte avec quel, t'as mis une demi-seconde à me répondre que non. Mais c'est normal, je veux dire, il y a Et je suis l'historique, pareil que toi, mais Charlie. c'est oui, non, mais Je c'est suis normal. pareil que toi. Tu me demandes, est-ce que James Harden est capable de se transformer en Jimmy Butler et de porter cette équipe de Philadelphie contre Boston? Tu sais que je vais même aller plus loin, je pense qu'aujourd'hui, Tyrese Maxey est plus susceptible de nous faire une Jimmy Butler que James Harden, hein. Oui, je suis incroyablement d'accord avec ce que tu dis. Mais en fait, c'est pas du Mais c'est. mépris, hein, c'est pas Non, ça qu'on non, non, fait. non. C'est juste que, déjà, il faut se rappeler qu'Harden, lui aussi, a entamé les playoffs avec des pépins physiques, qu'il était pas du Complètement. tout au meilleur de sa forme. Ensuite, il faut quand même se Qu'il l'est rappeler que toujours pas, probablement, voilà, d'ailleurs. faut se rappeler que c'est quand même un joueur dont le jeu a évolué ces dernières années, qui est vieillissant et puis surtout, vraiment, je sais pas si les gens se rendent compte du niveau d'intelligence des joueurs du backcourt de Boston, en fait. Enfin, enfin, il y a trop de choses. En fait, pour moi, le backcourt, c'est un énorme problème pour Philadelphie, parce que même défensivement, comment tu fais pour cacher Harden et Maxey quand tu as des joueurs comme Brogdon qui va savoir tirer parti de n'importe quel loupé défensif. Ça a toujours été le problème dans cette série, quoi qu'il arrive. Même si Bien Joel sûr. Embiid était là, de toute façon, Ah, mais bien c'était sûr. ça le problème. C'est exactement ce que tu dis. C'est sur les lignes arrière.
Tyrese Maxey, Tobias Harris et Harden face à Smart, Derrick White, Tatum, Mais oui, Jalen Brown. Enfin, je veux dire, Boston, ils ont 10 000 combinaisons à proposer avant que Philadelphie oui, mais tu vois, au moins avec trouve la Embiid, il y a- parade, quoi. Et derrière, on parlait du coaching de Spoelstra tout à l'heure. Derrière, c'est Doug Rivers qui prend les décisions, quoi. Donc, bon, bah, à bout d'un moment, t'es là, tu te dis, ok, bon, il y aura deux, trois tentatives, puis après, c'est mort. mais c'est ça, et en fait, c'est aussi ça qui est très frustrant, c'est que, en fait, moi, à mes yeux, cette série, elle est hyper importante pour Philadelphie. Il y a quand même un truc qu'il faut rappeler, c'est que Joel Embiid n'a toujours pas foutu un pied en finale de conférence, il me semble, dans sa Non, carrière. jamais, non, Tu vois. jamais. Et là, quand tu vois le tableau des playoffs à l'Est, c'est jamais gagné d'avance. Mais si t'es fan de Philadelphie, tu te dis forcément, ah, si on passe Boston, le chemin vers la finale NBA, il est quand même plus dégagé que ce qu'on aurait pu croire en début de saison. Bref, il y avait quand même un scénario là où tu peux te dire, mais c'est l'année de Philly en fait, quoi. Embiid va probablement, si j'ai bien compris, recevoir son trophée de MVP durant cette série. Si les étoiles s'alignent un tout petit peu, il y avait quand même quelque chose à faire, quoi. Et à contrario, en fait, si cette année, ça parvient toujours pas à passer le cap des demi-finales de conférence, quel impact ça va avoir pour l'avenir de la franchise, pour Doc Rivers, pour des joueurs comme Harden? En fait, pour moi, dans cette série, il y a énormément de choses qui se jouent, Mais complètement. et c'est aussi pour ça que je croise les doigts pour qu'on ait un Embiid de retour en forme rapidement, parce qu'en fait, ce serait frustrant, tu vois, que cette campagne de playoff soit encore un échec, mais qu'on n'ait même pas pu voir, en fait, s'ils avaient une chance ou pas, quoi. Non, mais j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver, en vrai. Voilà, J'ai pas envie d'être, j'ai pas envie d'être le mec qui casse la fête, mais non, mais moi je suis d'accord. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que mais pour Boston, c'est ce qui se passe en fait. Philadelphie, encore une fois, ne va pas jouer à 100%. Mais pire que ça, c'est-à-dire que sans Joel Embiid, cette équipe a quand même très peu de chances d'y parvenir, quoi. bah ouais, c'est clair. Et en fait, ce qui est décevant, c'est que honnêtement, on aurait fait cette preview il y a 15 jours, moi j'aurais mis Boston largement devant, tu vois. Mais la vérité, quand même, c'est Je sais pas si j'aurais dit largement. En tout cas, là. j'aurais dit Boston en 6 matchs. Oui, non, Voilà. pour moi, c'est quasiment. Ouais, ok, c'est vrai que c'est pas largement. Mais en tout cas, j'aurais pas hésité à mettre Boston devant. Pas une seule seconde. Mhm. Mais honnêtement, bon, je vais pas reparler de Doc Rivers parce que j'ai déjà évoqué, mais pour parler de son opposant, Mazzulla m'a pas vraiment laissé une impression qui est très marquante sur ce premier tour de playoff. Absolument Tu pas, ouais. vois, il a un effectif qui est colossal à sa disposition, Absolument pas convaincant du tout mais même. bon, voilà, moi j'ai été frustré de voir Boston incapable de faire évoluer son attaque. Pourquoi vous allez pas chercher plus de lancers? Pourquoi vous durcissez pas un peu les débats? Je veux dire, face à une équipe comme Atlanta, c'est évident qu'il faut faire ça. Bon, bah voilà, contre les Sixers, il faudra qu'il soit capable d'apporter plus de variations, et c'est vrai que j'ai pas une immense confiance en Mazzulla pour le faire, donc Mais voilà. c'est là où j'ai hâte de voir Harden, notamment avec la défense en switch de Boston. Bah ouais. Harden, je suis sûr que il est tellement intelligent, c'est tellement un créateur hors norme, parce que en termes de création, Oh, c'est extraordinaire, hein. c'est le gratin du gratin du gratin, le gars, Ouais, quoi. ouais. Voilà, on va quand même arrêter de. Voilà, ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a pas du tout de mépris vis-à-vis de James Harden. On connaît la qualité de ce joueur. On a déjà dit dans ce podcast que c'était absolument une risible qu'il ne soit pas All-Star Game cette saison. Bref. Et j'espère qu'il sera dans une All-NBA team. Ouais, non, mais en fait, dans Bref, l'ensemble, offensivement, c'est un des joueurs les plus forts. Enfin, voilà, ces quoi qu'il en dernières soit. années, on a Même vu si des son choses jeu a incroyables. évolué, c'est plus le James Harden de Houston. Bien sûr. C'est plus la machine offensive qu'il a été, Ça mais reste un créateur extraordinaire ça reste un mec, voilà, et meilleur passeur absolument, de la ligue cette saison, il me semble. exactement. Et j'ai hâte de voir comment, justement, Harden. J'ai hâte de voir, est-ce que Harden, la question que je me pose, c'est ça. Est-ce que Harden est capable d'exploiter les failles dans la défense de Boston assez de fois pour permettre aux siens d'avoir une chance? Et comme tu disais tout à l'heure, s'il y a un mec qui est capable de planter 35 points, 40 points dans un match, c'est Tyrese Maxey, clairement. Pour moi, c'est typiquement ce genre de joueur-là, quoi. Bah ouais. Tobias Harris, je sais pas, je pense pas. Je pense que c'est trop compliqué. Déjà, ce qu'il va avoir à faire défensivement sur le terrain, ça va être trop compliqué, quoi. Où j'ai du mal avec cette équipe des Sixers, c'est qui prend les responsabilités supplémentaires quand Embiid sera pas là, offensivement notamment. Et c'est ça où si James Harden ne répond pas présent offensivement, il sort pas un peu de sa nouvelle façon de jouer et qu'il n'essaie pas de renouer un poil avec son lui de Houston, ça va être compliqué pour Philadelphie.
Ouais, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est évident, enfin, je pense que c'est évident en écoutant ce qu'on a dit. Moi, mon prono, il est évidemment plus sur Boston, même si je reste vraiment déçu de leur premier tour, pendant que Philly montrait, eux, qu'ils étaient très sérieux. Je trouve que en fait, leur effectif est trop complet, quoi. Je suis tellement admiratif de l'effectif des Celtics qu'aujourd'hui, je peux pas enfin, j'ai du mal à les voir ne pas retourner en finale de conférence au minimum. Surtout, évidemment, avec les incertitudes sur Embiid, sur les incertitudes sur Harden. Bon, voilà, si Embiid revient en forme rapidement, je peux envisager que la série, elle se prolonge en 6 ou 7 matchs, mais s'il revient pas, je pense que je vais mettre Boston en 6 matchs maximum, quoi. Maximum, parce que c'est... Mais vraiment, j'espère vraiment qu'il va revenir, parce qu'on sort d'un premier tour, Ouais. vraiment, je reviens là-dessus, on sort d'un premier tour de playoff absolument extraordinaire, et moi j'ai envie qu'on continue sur ce rythme-là. J'ai envie de voir un Joel Embiid en mission, j'ai envie de le voir fêter son probable titre de MVP avec une série colossale. Voilà, j'ai envie de voir tout ça. Mais honnêtement, Boston a trop d'armes des deux côtés du terrain, trop d'intelligence sur le parquet, trop de profondeur dans l'effectif, beaucoup moins de soucis physiques. Voilà, si Philadelphie le fait, c'est magnifique. C'est tellement décevant. En préparant l'émission, il y a eu ce match, je crois que c'est un des plus beaux matchs de l'année, où Embiid plante 52 points sur la tronche de Ouais, Boston, magnifique. pour une victoire à l'arraché, hein, mais c'était extraordinaire cette performance. C'est une des plus belles performances de toute la saison. Un des matchs qui permet probablement à Joel Embiid d'être le MVP cette année. Oui, c'est vrai. Ah oui, oui, ça a dû beaucoup jouer. Ouais. Et, et ouais, non, franchement, je suis excessivement déçu de pronostiquer une série comme ça avec un Joel Embiid à ce point, enfin, dont on ne connaît pas le statut actuel. Enfin, est-ce qu'il va manquer un match, deux matchs, trois matchs, enfin plus, enfin. Et s'il revient, est-ce qu'il risque pas de se blesser encore plus et d'être définitivement out, tu vois ça sera Ah, mais c'est encore ça, pire hein. que tout, je crois. Non, mais C'est-à-dire c'est que ça. le C'est qu'il mec y a un revient scénario terrible. je vois bien le scénario où le gars revient au game, enfin, ne joue pas au game 1, est maintenu sur la touche au game 2 pour s'assurer qu'il commence à Philadelphie avec le soutien des supporters pour sa remise de trophée et que potentiellement il se reblesse et que c'est terminé, quoi. Ah, ce serait terrible. Donc si c'est ce qui se passe, si Embiid est là vraiment, il fait un petit tour et puis il s'en va, je vois ça en 5, en 4 ou 5, quoi. Ah ouais, 4 carrément. Ah, t'es dur. En fait, le problème, c'est que Boston a été tellement en dilettante sur le Tu premier sais ce tour qui se que... passe quand je dis que la série Oui, c'est va se vrai. finir en 4. Non, mais moi, en Souviens-toi. fait, je les vois bien. Tu vois, même sans Embiid, je pense que Boston est capable de perdre un match parce qu'en fait, ils nous ont montré au premier tour qu'ils sont capables vraiment d'être trop en Ouais. dilettante. Maintenant, effectivement, le scénario où Embiid reçoit son trophée de MVP et force un peu trop dans le match suivant et se fait une rupture d'un ligament au genou, c'est vraiment le scénario que je ne veux pas voir. S'il vous plaît, pas ça, pas Ouais. ça. Ce serait trop triste, ce serait trop dommage, ce serait trop nul. Vraiment, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas. J'ai Boston en 6 dans mon preview, mais ça indique que Embiid revient game 2, game 3, quoi. Oui, non, mais voilà, c'est ça, pareil. Voilà. Boston en 6, à condition qu'Embiid revienne au plus tard au troisième match. S'il revient pas, je suis désolé, mais je peux pas être là à me dire ça va bien se passer, quoi. Moi non plus. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je vais pas être là à faire semblant. Ah si, ça va être 6 matchs, tout ça, je sais pas. Et qu'est-ce que j'en sais de comment ça va se passer? Rien du tout. Si les pronostics que j'ai donnés au premier tour m'indiquent une chose, c'est que il peut Bah, se passer absolument c'est n'importe ça. quoi en fait. Non, mais c'est ça, c'est que ces playoffs, bon courage pour les pronostiquer, quoi. Non, mais tu sais quoi, ce premier tour des playoffs, c'est exactement. Enfin, c'est l'exemple type du pourquoi je suis fan de ce sport et de cette ligue, quoi. Voilà. Et Ouais, pourquoi pareil. les playoffs, c'est 10 fois mieux que la saison régulière. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que tu vois, sur ces playoffs, on avait des attentes énormes.
Et c'est pas qu'on n'est pas déçus, c'est que Ça on a même, dépasse. ça a surpassé nos attentes. Et honnêtement, pour tous les fans de basket, s'il vous plaît, ne loupez pas pour une fois qu'on a un Game 7 à un horaire aussi parfait, ne loupez Ouais, pas le Game 7 entre les Kings et les Warriors ce soir à 21h30. L'ambiance va être incroyable. Cette série est merveilleuse. Enfin, vraiment, ne loupez ouais. pas ça. C'est un Et puis, immanquable si on aime le basket, quoi. on va en parler demain, mais c'est un shift monumental. Enfin, dans tous les sens du terme, il y a que des trucs hallucinants qui vont se passer à l'issue de ce match, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Et on en parlera demain. D'accord, Charlie? Tout à fait. Demain, on Avec se retrouve, plaisir. toi et moi, on se fait la conférence Ouest qui a déjà commencé avec une victoire des Nuggets très Une convaincante claque des Nuggets. face aux Suns. Je t'avoue que j'ai sauté sur mon canapé plusieurs fois. Ah ouais, c'était bien, c'était bien. Ouais. Bref, on en parlera demain. Charlie, merci de m'avoir accompagné. Bah écoute, le plaisir était pour moi. Voilà, et puis bon match ce soir, hein, on va se textoter, ça c'est sûr. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour un autre podcast, donc la preview des demi-finales de la conférence Ouest qui ont déjà commencé. Donc, mais voilà, on va faire ça comme ça. Et puis voilà, passez une bonne soirée, enjoy le match, le Heat Knicks Pro Game 1, le Game 7 entre Warriors et les Kings. Et on se retrouve demain. Ciao, bye bye.